Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine d'abord qui nous dit que le modèle familial est en train de changer et avec lui le cadre législatif. Et on va commencer avec un chiffre, Rachid, 95%. C'est la part des PME dans le tissu économique marocain. Et oui, et pourquoi on parle de ce chiffre-là et de famille? Parce que ce sont le nombre d'entreprises familiales dans ce tissu de PME. Et justement, on a Média24 qui nous raconte qu'une douzaine d'entreprises familiales se sont réunies à Casablanca, justement pour essayer de préparer la relève et de mieux savoir comment pérenniser leur héritage. Alors pourquoi? Parce que seulement 10 à 30% de ces entreprises familiales dépassent la troisième génération. Et si on ne parle pas tôt de succession et de distribution de patrimoine, eh bien, ça devient source de conflit parce que les émotions se mêlent aux chiffres. Mais l'article nous précise tout de même qu'il y a de nouveaux outils législatifs pour aider à cette transition avec de nouveaux statuts comme la SAS qui permet de mieux organiser l'entreprise si la famille s'agrandit. Alors, pendant tout de même que les entreprises familiales apprennent, comme on l'a dit, à pérenniser leur héritage, la famille marocaine dans son ensemble change aussi. Et justement, on a le 360 qui a, disons, un titre assez alarmiste à ce sujet-là. Il parle d'un modèle familial traditionnel qui s'effrite selon l'ONDH. Et justement, l'article nous détaille des chiffres qui sont quand même assez parlants. Le Maroc est passé sous le seuil critique de renouvellement des générations, c'est-à-dire 2,1. La taille moyenne des ménages est tombée de 3,9, alors qu'en 2004, elle était à 5,3. Et aussi, on a les plus de 60 ans qui représentent aujourd'hui un peu moins de 14% de la population. Et aussi, il y a la hausse du célibat dit définitif. Alors, la famille évolue et justement, avec elle, les équilibres sociaux. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la catégorie du fameux célibat définitif et qui veulent faire famille, alors au Maroc, l'étape indispensable, c'est bien évidemment le mariage. Mais pour se marier, il faut passer par un adoul. Le doul, c'est qui? C'est celui justement qui officialise les mariages ou encore des ventes immobilières selon le droit musulman. Mais on a justement le brief qui nous indique que ces douls, et je pense qu'on a tous un peu vécu un moment de la sorte, comme on le voit dans l'image, ces douls sont pardon, excusez-moi, aujourd'hui en grève. Alors, les raisons sont multiples, mais c'est surtout une réforme portée par l'État. Et il y a des désaccords entre justement l'État et les dons sur l'étendue de leurs fonctions. Alors, en somme, entre entreprises familiales qui doivent mieux préparer l'avenir, démographie qui change et des réformes de dôle, une chose est sûre, au Maroc, la famille reste centrale, mais elle ne fonctionne plus comme avant. On parle à présent de protection des données. La protection des données qui est un enjeu clé face à l'explosion des besoins numériques sur l'ensemble du continent. En effet, Africa News annonce d'ailleurs que le Nigeria va ouvrir une enquête sur Temu pour violation présumée des données, un site que beaucoup connaissent, j'imagine, et qu'ils ont peut-être déjà utilisé. Mais il faut savoir qu'au niveau du Nigeria, ce sont plus de 12 millions d'individus qui utilisent cette plateforme. Et Abuja veut s'assurer d'une chose, que ces données personnelles de citoyens sont utilisés et transférés dans le respect de la loi locale. Et l'article montre aussi justement que les autorités essaient de voir comment ces données sont collectées pour essayer de mieux sécuriser ces données. En plus, l'enjeu est énorme. On le sait, le Nigeria est l'un des marchés numériques les plus dynamiques du continent. Et on va passer cette fois-ci au Gabon où l'approche est totalement différente. On le sait alors que le pays a annoncé tout juste hier la suspension totale des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Eh ben, on a Gabon Media Times qui nous indique que concernant la protection des données, eh ben, le Gabon a décidé d'appliquer une taxe de 1000 francs CFA par an sur les Gabonais, voilà, qui devront le payer. Et cette taxe sera prélevée via les téléphones, les banques, mais aussi les établissements de microfinance. Officiellement, c'est pour protéger les données numériques, mais beaucoup y voient une taxe injuste dans un contexte, on le sait, où le pouvoir d'achat est mis à mal. Alors, on parle toujours de protection de données, mais cette fois-ci, c'est directement les citoyens gabonais qui vont le financer. Et on le sait aussi, l'enjeu de la protection des données au niveau continental est de plus en plus importante parce que tout le continent consomme plus. Et si on prend l'exemple du Maroc, qui est cité par Le Matin, le pays est devenu un leader mondial et 39e justement dans un classement mondial par rapport à sa vitesse Internet mobile. Ça veut dire que le pays a énormément investi en termes d'infrastructures et au cœur de ces infrastructures, notamment la 5G qui a été lancée en novembre dernier. Donc,
on consomme plus, il faut protéger nos données et les infrastructures sont essentielles. Et le Congo, lui aussi, a essayé d'avoir la même logique. On va le voir avec un article de Africa IT News. Et Africa IT News nous indique que le Congo, justement, a décidé de mettre en service un deuxième câble sous-marin à Pointe-Noire. Et cette nouvelle connexion, justement, va lui permettre d'augmenter sa bande passante pour sécuriser sa connectivité. En somme, les pays du continent sont donc sur tous les fronts parce qu'aujourd'hui, sans données et surtout sécurisées et sans connexion solide, eh bien, impossible d'avoir une place notable dans l'économie mondiale. C'est demain qu'aura lieu la réunion inaugurale du Conseil de paix, initiée et présidée par Donald Trump, et la presse en parle déjà. Et oui, déjà, parce que comme vous l'avez dit Rachid, ce jeudi à Washington, Donald Trump va lancer officiellement le Conseil de la paix. Et selon le Huffington Post, l'enjeu déjà principal, un des objectifs clés de cette réunion, ce sera de parler de la reconstruction de Gaza. Et Trump a déjà promis, on le voit sur le titre, 5 milliards à cet effet. Et il veut d'ailleurs, je le cite, faire aussi de cet organe l'organe international le plus important de l'histoire. Mais plus largement, l'idée est surtout d'intervenir demain sur d'autres crises internationales. Mais tout de même, la reconstruction de Gaza a été estimée à plus de 70 milliards de dollars par les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne. L'écart reste tout de même immense. Et il y avait aussi, rappelons-le, des pays ou des organisations qui étaient réticentes à cette organisation, comme l'Union européenne. Mais l'Union européenne qui finalement sera bien présente. Et d'après TRT français, la commissaire européenne chargée de la Méditerranée va aussi participer à cette session consacrée à Gaza pour faire valoir la position de l'Union européenne. Mais attention, Bruxelles ne va pas devenir membre du Conseil, tout de moins c'est ce que précise l'article. Et je tiens aussi à préciser une citation trouvée dans l'article qui dit « Je tiens à souligner que la Commission européenne ne devient pas membre du Conseil de paix. C'est une confirmation du porte-parole de l'Union européenne lors d'un point presse. » Mais pendant que ce nouvel organe international prend ses marques dans le paysage géopolitique, eh bien, les Nations Unies, eux, traversent une crise budgétaire sévère. Et d'ailleurs, Human Rights Watch alerte sur cette problématique-là. Elle nous dit que le travail de surveillance des droits humains a été réduit de plus de 50%, et cela juste en 2025. Aussi, le département droits humains a reçu moins de 1% de son budget total. Et enfin, fin 2025, seuls 42 États n'ont pas payé, enfin plutôt 42 pays n'ont pas payé leur contribution, ce qui a aggravé encore plus le déficit. En somme, le Conseil de paix qui agit aujourd'hui en parallèle promet, lui, d'être une organisation rapide et historique qui va essayer de dépasser ces blocages de moyens. En somme, la scène internationale se redessine, reste à savoir qui aura demain la capacité d'agir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 février 2026. Quel autre 18 février avez-vous retenu dans l'histoire? Alors Rachid, nous sommes en plein Jeux olympiques d'hiver, on le sait tous, l'occasion de revenir sur un 18 février qui avait aussi fait l'histoire durant ces Jeux et qui a marqué l'histoire. Alors retour au 18 février 2006, ce jour-là à Turin, en Italie, pour la première fois un patineur afro-américain remporte une médaille d'or individuelle aux Jeux olympiques d'hiver. Son nom, Shani Davis, il s'impose sur le 1000 mètres en 1 minute, 8 secondes et 89 centièmes. Et cela à seulement 23 ans. Il est né et a été élevé dans le South Side de Chicago, aux États-Unis. Et Shani Davis a d'abord après glissé sur des rollers et puis dans une patinoire de quartier. Mais très vite, il passe du bitume à la glace, enchaîne les titres nationaux chez les jeunes, puis dans les compétitions de haut niveau international. Mais son exploit dépasse, on le sait, le sport, surtout dans une discipline perçue comme laissant peu de place à la diversité. Et sa victoire fait tomber une sorte de plafond de verre symbolique. En pleine effervescence olympique aujourd'hui, son parcours nous rappelle qu'une médaille ne récompense pas seulement une performance, parfois elle redessine l'histoire de tout un sport.